théorème très important, théorème de convergence monotone. J'ai vraiment besoin de vous sur cette vidéo, j'ai changé le format, plutôt que de faire des notes manuscrites, je vous présente le document PDF directement à noter. J'ai besoin de savoir si vous préférez les versions d'avant, c'est-à-dire manuscrites, ou si cette version-là avec le PDF à noter vous convient et vous aide à mieux comprendre. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, j'ai besoin de vous pour améliorer le contenu pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, bonne vidéo. Dernière vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran, on a vu la définition de l'intégrale de Lebesgue pour les fonctions étagées. Aujourd'hui, on va étendre ça dans un premier temps aux fonctions mesurables. Donc, définition suivante, on va considérer une fonction f qui part de e et qui est à valeur dans r plus bar, c'est-à-dire que la valeur plus l'infini est autorisée pour cette fonction, et on va poser l'intégrale de f des mu comme étant le sup sur les fonctions étagées positives qui sont inférieures à f de l'intégrale de ces fonctions-là. Donc, si on fait le parallèle, je vous rappelle que dans le cadre de l'intégrale de Riemann, on avait défini l'intégrale de Riemann comme étant la valeur commune entre, d'un côté, le sup des fonctions en escalier qui sont inférieures à la fonction f, et d'un autre côté, l'inf des intégrales des fonctions en escalier qui était supérieure à la fonction f. Donc ici, on a une définition un peu similaire. On va simplement le définir comme étant le sup des intégrales des fonctions étagées qui sont inférieures à f. On remarque avec la propriété qu'on définit juste ici que la définition 2.1.2 est cohérente avec la définition qu'on a donnée dans la précédente vidéo des intégrales des fonctions étagées. Donc on voit que si la fonction f ici elle est étagée, ici on a bien ce sup qui vaut exactement cette intégrale. Pourquoi? Parce que dans le cas où f est étagé, alors le sup sur les h appartient à epsilon plus h inférieur à f, c'est en fait exactement f. Donc ce membre-là, il est exactement égal à ce membre-là. Question notation maintenant, vous êtes nombreux à vous demander pourquoi est-ce qu'on définit toujours dx en fait quand on intègre. En fait, on remarque quoi ici? On remarque, si vous vous rappelez bien de la théorie de la mesure telle qu'on l'a présentée jusqu'ici, que cette intégrale, elle dépend de la mesure que vous choisissez sur votre espace mesurable. On va ici revenir rapidement sur la définition de l'intégrale d'une fonction qui est étagée. Donc je vous rappelle que dans le cas où f est une fonction étagée, voilà comment on définit ici surligné en jaune l'intégrale d'une fonction étagée. Donc vous voyez que cette définition de la fonction étagée, on a bien le d mu qui apparaît ici. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de prendre les mesures des ensembles AI sur lesquels la fonction f est constante. Je vous rappelle qu'une fonction étagée, c'est une fonction qui prend un nombre fini de valeurs, et donc l'ensemble AI, c'est l'ensemble des points x qui sont tels que sur cet ensemble, f prend la valeur alpha i. Donc ici, cette définition de l'intégrale de f, elle dépend de la mesure que vous choisissez sur ces ensembles AI. Revenons donc à nos moutons, et ici on se rend compte pourquoi est-ce que sur la définition de l'intégrale d'une fonction mesurable, on a ce d mu ici qui apparaît. Donc indifféremment, on peut noter de plusieurs manières. On peut noter l'intégrale de f d mu. Si on a plusieurs paramètres qui interviennent dans la notion d'intégrale, on va préciser quelle est la variable par rapport à laquelle on intègre. Donc on va choisir cette notation-là, dans laquelle on explicite qu'on intègre ici par rapport à la variable x. Et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on peut voir parfois d mu entre parenthèses x ou mu entre parenthèses dx. Et en fait, ici, on va pouvoir faire une petite interversion ou une petite précision sur pourquoi est-ce que quand vous voyez des intégrales, vous voyez souvent l'intégrale de f de t dt, parce qu'en fait, dans l'intégrale de Riemann, qu'est-ce qu'on fait? On intègre par rapport, on le verra un peu plus tard dans les prochaines vidéos, on intègre par rapport à l'intégrale dite de Lebesgue, et en fait, par convention, l'intégrale de Lebesgue, plutôt que de la noter comme ça, ou comme on vient de le voir, plutôt que de la noter autrement, on pourrait aussi la noter du coup lambda dt, en fait on fait le choix quand on intègre par rapport à la mesure de Lebesgue de ne pas préciser la mesure de Lebesgue, et donc on se retrouve avec cette écriture ici. Donc voilà pour cet aparté, vous savez maintenant pourquoi est-ce que dans l'écriture d'une intégrale on a ce dt qui apparaît de manière un peu plus rigoureuse. On va maintenant pouvoir voir quelques propriétés sur cette première définition de l'intégrale de Lebesgue pour une fonction mesurable. On va se rendre compte que si f elle est majorée par g, alors l'intégrale de f par rapport à la mesure mu va également être majorée par l'intégrale de g par rapport à la mesure mu. C'est évidemment évident sur la définition, il suffit juste de reprendre la définition qu'on a ici de l'intégrale par rapport à la mesure mu d'une fonction mesurable comme étant le sup des fonctions étagées avec h qui est plus petite que f,
Évidemment, si on a f qui est plus petite que g, alors on va avoir le sup sur h appartient à epsilon plus h plus petit que f, qui va être plus petit que le sup sur h appartient à epsilon f avec h qui est plus petit que g. Évidemment, c'est par rapport, ici il faut mettre l'intégrale de h d mu. Continuons les propriétés que doit vérifier cette intégrale de Lebesgue par rapport à la fonction f. Si maintenant on regarde la mesure de l'ensemble des points sur lesquels f est strictement positive, si cette mesure elle fait 0, alors l'intégrale de f d mu, ça fait 0. En fait, ce qu'on avait coutume de dire dans l'intégrale de Riemann, on avait coutume de dire que si la fonction f elle est nulle partout sauf en un nombre fini de points, alors l'intégrale est nulle à condition que la fonction f soit continue. En fait, ce qu'on avait coutume de dire pour l'intégrale de Riemann, c'est que si on a une fonction qui est nulle partout sauf en un nombre fini de fois, alors l'intégrale de cette fonction est nulle. Avec la théorie de Lebesgue, on va pouvoir aller un peu plus loin, et plutôt que de dire simplement qu'il suffit que la fonction f soit nulle partout sauf en un nombre fini de points, on va dire que pour que l'intégrale soit nulle, il suffit que la fonction soit nulle partout, sauf sur un ensemble de mesures nulles. Donc ici, il suffit que la mesure de l'espace sur lequel la fonction f est nulle soit sur lesquels la fonction f est positive soit nulle, alors l'intégrale de la fonction f par rapport à cette mesure sera nulle. On arrive maintenant au premier gros théorème, théorème très important, donc à partir de maintenant, théorème de convergence monotone. Donc le théorème de convergence monotone, avec le lemme de Fatou et avec le théorème de convergence dominée, ça représente les trois gros théorèmes de l'intégration de Lebesgue. Donc c'est un théorème qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut avoir en tête, c'est un théorème très utile dans bien des cas, et il y a beaucoup de résultats qui découlent de ce théorème. Donc très important de connaître ce théorème. Donc que nous dit ce théorème de convergence monotone? Il nous dit que si on prend fn, une suite croissante de fonctions mesurables positives, et si on prend f qui est la limite croissante des fn, alors on va se retrouver avec l'intégrale de f d mu qui est égale à la limite croissante de l'intégrale des fn d mu. Alors, dans quel cadre s'inscrit ce théorème? Ce théorème, il s'inscrit dans le cadre où on essaye d'intervertir une limite et une intégrale. Si vous vous rappelez de votre cours sur l'intégration que vous avez vu à Bac+2, en fait, tout le cours sur l'intégration essaye de se focaliser sur les conditions nécessaires pour qu'on puisse intervertir une limite et une intégrale. Je vous rappelle par exemple que si les fn, elles convergent uniformément sur un segment AB, alors vous allez avoir la possibilité d'intervertir la limite des fn et l'intégrale sur AB. De la même manière, si vous avez le théorème de convergence dominée, qu'on voit déjà à Bac+2 avec la théorie de Riemann, alors le théorème de convergence dominée, il vous dit quoi? Il vous dit que sous certaines conditions, la limite des fn va pouvoir s'échanger avec l'intégrale. Si on le réécrit autrement, en fait, si vous avez les fn qui convergent vers f avec certaines propriétés, soit convergence simple pour convergence dominée, soit convergence uniforme d'après ce qu'on vient de voir, vous allez essayer de savoir dans quel cas vous allez pouvoir écrire cette égalité, à savoir que l'intégrale de la limite des fn va être égale à la limite de l'intégrale des fn. Ce qu'on se demande, c'est dans quel cas est-ce qu'on a cette égalité et on peut intervertir limite et intégrale. En fait, le théorème de convergence monotone nous donne un cas d'application, donc nous donne un cas dans lequel cette interversion est licite. Il faut, je le répète, que les fn soient une suite croissante de fonctions mesurables positives et que f soit la limite croissante de ces fn. Alors dans ce cas, vous avez bien la possibilité d'intervertir limite et intégrale. Comment on démontre ce théorème? Intéressons-nous maintenant à la preuve de ce théorème. D'après la propriété qu'on vient de voir précédemment, à savoir que si la fonction f est majorée par g, alors l'intégrale de f par rapport à la mesure mu est majorée par l'intégrale de g par rapport à la mesure mu, on va pouvoir écrire cette première égalité. À savoir que l'intégrale de f par rapport à d mu, elle va être majorée par la limite croissante de l'intégrale par rapport à mu dfn. Alors d'où sort ce résultat? Il suffit de voir que pour tout n, vous allez avoir f qui est majoré par fn. Donc en intégrant, vous allez avoir pour tout n l'intégrale de f d mu qui va être majorée par l'intégrale de fn d mu. Et vous pouvez, dans ce cas-là, puisque ce résultat est vrai pour tout n, vous pouvez ici
passer à la limite sur n, et donc vous obtenez le résultat qu'on a ici. Maintenant qu'on a établi ça, il suffit d'établir l'inégalité dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on veut ici intervertir le sens de cette inégalité. Donc pour intervertir le sens de cette inégalité, on va choisir une fonction étagée positive particulière, on va choisir h, qui est la somme des alpha i fois l'indicatrice de AI. On va s'assurer que h soit plus petite que f, et que a appartient à 0,1, on va poser en, c'est l'ensemble des x, qui sont tels que a fois h de x est plus petit que fn de x. Alors à quoi nous sert de poser tout ce schmilblick? En fait, ce qu'on va avoir, c'est que ici, vous reconnaissez que h, ça va être une fonction étagée. En plus d'être une fonction étagée, on va la prendre plus petite que f. On va avoir h qui est plus petite que f. Et là, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer qu'en fait, par définition, l'intégrale de f d mu, c'est exactement le sup sur h qui est étagée positive et qui est plus petite que f de l'intégrale de h d mu. Donc en fait, c'est pour ça qu'on pose ici h, on essaye de se ramener à la définition de l'intégrale de f d mu. En fait, cette intégrale qu'on a ici, on essaye de la réécrire avec des fonctions étagées de manière à pouvoir contrôler cette définition même de l'intégrale de f. Sauf qu'en fait, nous, on sait quoi? On sait que f, elle est toujours plus grande que les fn. Donc comme f, elle est toujours plus grande que les fn, on va essayer de regarder dans quel cas la fonction h, avec un certain coefficient devant, va être aussi plus petit que fn. C'est-à-dire qu'on sait que cet ensemble en qu'on a posé, en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir approcher l'intégrale de f par l'intégrale de fonctions étagées. Mais en plus de ça, les fonctions h, du coup, elles vont approcher la fonction f, mais la fonction f, elle est toujours plus petite que les fonctions fn. Donc, ce qu'on essaye de se demander, c'est une fois qu'on choisit a dans 0,1, quels sont l'ensemble des éléments x qui sont tels que la fonction h multipliée par ce coefficient a, elle va rester plus petite que les fn. Donc on essaye en fait de contrôler avec cet ensemble en l'ensemble sur lequel on va également avoir ah qui va être plus petite que fn. Ce qu'on remarque, c'est que notre ensemble en, il est mesurable. En effet, en est bien mesurable puisqu'en fait vous pouvez définir en comment? Vous pouvez définir en comme étant ah moins fn, le tout puissance moins 1, 2, et du coup on va se retrouver avec l'ensemble des fonctions qui doivent être négatives, donc ça va être R-. Donc en fait ce qu'on a c'est que R-, c'est un borélien, et cette fonction là c'est une fonction qui est mesurable comme différence entre deux fonctions mesurables. Donc en, à ce titre-là, c'est bien un ensemble qui est mesurable. Donc c'est OK, puisque en est mesurable, on va bien pouvoir définir mu de en juste derrière. Maintenant, en utilisant le fait que fn, elle croît vers f, et avec la condition que a est plus petit que 1, on va voir que E, c'est la réunion croissante des ensembles en. Ça veut dire quoi? Je m'explique juste maintenant. En fait, ce qu'on a dit, c'est que la fonction f, elle part de E et elle est à valeur dans R plus bar. On a aussi dit la même chose pour les fonctions fn qui sont à valeur de E dans R plus bar. Et en fait, ce qu'on a, c'est quoi? On a que f, c'est la limite quand n tend vers l'infini des fn, et on sait que h, elle est plus petite que f. Donc, par définition, là, on obtient quoi? On obtient que pour tout n supérieur... Donc en fait, là, ce qu'on obtient, c'est que pour tout n appartient à n, il existe un n0 dans grand N qui soit tel que n0, il est plus grand que n, et ah, elle va être plus petite que fn0. Donc une fois qu'on a établi ça, en fait, qu'est-ce qu'on a établi? On a établi que E, c'était bien la réunion croissante de l'ensemble des en. C'est-à-dire qu'il y a toujours un n suffisamment grand qui est tel que ah va être plus petit que fn. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que fn, elle est toujours plus grande que a fois l'indicatrice de en fois h. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ah, elle est plus petite que fn sur en. Donc quand on est sur en, on a bien ah qui est plus petit que fn. Donc en fait, c'est ce résultat global, qu'est-ce qui signifie? Il signifie que ah, l'indicatrice de en, est bien plus petit que fn. Donc on en conclut quoi? On en conclut que l'intégrale des fn par rapport à la mesure mu, elle est plus grande que l'intégrale de a, l'indicatrice de en fois h d mu, et ça, si on écrit ce que ça veut dire avec la caractérisation de l'intégrale de Lebesgue sur des fonctions étagées, on obtient exactement le membre de droite, à savoir a fois la somme des alpha i, la mesure de ai intersecté avec en.
Ça, je vous le rappelle, c'est parce que l'intégrale de h d mu, par définition, c'est bien la somme des alpha i mesure des AI. Sauf que là, on ne veut pas seulement la mesure sur l'espace AI, on veut la mesure sur l'espace AI intersecté avec les EN. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on obtient ce résultat. Maintenant qu'on a dit ça, on va se servir du fait que les EN, que la réunion croissante des EN, ça donne E. Ce qu'on a du coup, c'est puisque les EN, la réunion croissante des EN, ça donne E, on va voir que l'intersection des AI inter-EN, ça va nous donner de manière croissante tous les AI. En fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que AI inter-EN, en faisant croître n vers l'infini, on va retrouver AI, puisque les EN recouvrent E tout entier. Donc, in fine, quand on fait tendre n vers l'infini, on va se retrouver à faire AI inter-E, sauf que AI, c'est toujours un sous-ensemble de E, donc ça, en fait, c'est égal à AI. Donc, ce qu'on va pouvoir en déduire avec les propriétés élémentaires des mesures, c'est que la mesure de AI inter-EN, ça tend vers la mesure des AI. Et à ce moment-là, en passant à la limite croissante sur l'inégalité qu'on a établie précédemment, on va trouver exactement cette inégalité-là. Qu'est-ce que nous dit cette inégalité-là? Elle nous dit qu'en passant à la limite de l'intégrale des fn d mu, c'est toujours plus grand que a fois l'intégrale de h d mu. Sauf que ça, si vous vous rappelez bien, on a pris a qui appartient à 0,1 quelconque. Donc, une fois qu'on a ce résultat, il n'y a rien qui nous empêche de prendre la limite quand a tend vers 1 de ce résultat global-là. Et une fois qu'on fait tendre a vers 1, on obtient exactement le résultat souhaité, à savoir que la limite des fn d mu, c'est plus grand que l'intégrale de h d mu. Et donc, arrivé là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour tout h qui appartient à epsilon plus avec h qui est plus petit que f, on a bien la limite de l'intégrale des fn d mu qui est plus grand que l'intégrale de h d mu. Et une fois qu'on a ce résultat, en fait, on peut encore passer au sup sur les fonctions h, puisque évidemment les fonctions h n'interviennent que dans le membre de droite. Donc puisqu'on passe au sup sur les fonctions h, on va se retrouver exactement avec à droite l'intégrale de f d mu. En fait, une fois qu'on a écrit à nouveau cette inégalité en faisant intervertir le sup sur les fonctions h qui sont étagées positives tout en étant majorées par f de l'intégrale des h d mu, en fait, par définition, le membre de droite, c'est exactement l'intégrale de f par rapport à la mesure mu. Donc, on a bien réussi à prouver ici, par double inégalité, que la limite croissante de l'intégrale des fn, c'était exactement l'intégrale de f d mu. C'est ce qui est marqué juste là. On prouve que comme l'intégrale de f d mu, elle est définie par le suprémum des quantités de droite qu'on a ici, lorsque h décrit l'ensemble des fonctions étagées positives majorées par f, on obtient bien l'inégalité recherchée. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner et si vous êtes des fous, à commenter juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!